j'ai grandi en portant les vêtements usagés de mon demi-frère, en mangeant ses restes et en m'entendant dire d'être reconnaissante. Aujourd'hui, je possède une maison sur la plage. Mon père est entré, a regardé autour de lui et a dit, ce serait parfait. Pour la famille de ton frère. J'ai juste souri. Et j'ai passé un appel de nouveau. Je me tiens dans ma toute nouvelle maison de plage à Malibu, en Californie. La lumière du soleil inonde la pièce à travers des baies vitrées allant du sol au plafond, qui encadrent l'océan Pacifique comme un tableau vivant. La vente a été finalisée il y a 3 jours. Cet endroit est à moi. Chaque comptoir en marbre, chaque vue sur l'océan, chaque mètre carré de cette propriété de 3,2 millions de dollars que j'ai payé comptant. J'ai enfin réussi, après des années à me battre pour partir de rien. Puis mon père entre avec mon demi-frère Trevor, et papa regarde la magnifique propriété avec ses yeux calculateurs que je ne connais que trop bien. Il dit nonchalamment, comme s'il commentait la météo, ce serait parfait pour la famille de Trevor. 3 enfants ont besoin d'espace et de toute façon, tu es célibataire. Je me contente de sourire et de sortir mon téléphone. Laisse-moi passer un appel, dis-je doucement. Tout est sur le point de changer. Les souvenirs affluent alors que je regarde papa examiner ma cuisine sur mesure comme s'il planifiait déjà les repas de la famille de Trevor ici. J'avais 8 ans quand papa a épousé Diane, la mère de Trevor. Trevor en avait 10 et dès le premier jour, il a été l'enfant chéri. Je me souviens encore du moment exact où j'ai réalisé que mon enfance était terminée. C'était une semaine après le mariage. Diane m'a tendu un sac poubelle rempli des vieux vêtements de Trevor, des jeans délavés avec des trous aux genoux qui n'étaient pas du genre à la mode, des t-shirts étirés avec des logos de super-héros devenus trop petits pour lui, et même ses baskets usées, 2 pointures trop grandes, que je devais bourrer de papier journal juste pour les garder à mes pieds. Qui gaspille manque, a dit papa quand je l'ai regardé avec des yeux confus et blessés. Trevor est généreux de partager avec toi. Sois reconnaissante. Reconnaissante. Ce mot est devenu la bande-son de mon enfance. Le dîner était toujours le même rituel. Nous nous asseyions à table et Trevor était servi le premier. Des portions chaudes et fraîches, les meilleurs morceaux de poulet, les frites les plus croustillantes. Le temps que les assiettes m'arrivent, tout était au mieux tiède. Je mangeais les restes de Trevor, tout ce qui restait après qu'il se soit servi. Si j'hésitais, la voix perçante de Diane coupait le silence de la pièce. Certains enfants meurent de faim. Olivia, mange ce qu'on te donne. Les matins de Noël étaient les pires. Trevor se réveillait devant des piles de cadeaux sous le sapin, de nouveaux jeux vidéo, des jouets coûteux, les derniers gadgets. Je le regardais déchirer le papier cadeau pendant ce qui semblait des heures, tandis que j'étais assise avec mes 1 ou 2 cadeaux. Des choses pratiques, des chaussettes, des fournitures scolaires. Une année, j'ai reçu un paquet de sous-vêtements blancs unis et on s'attendait à ce que je sois ravi. Ma chambre racontait toute l'histoire. J'avais la plus petite chambre de la maison, à peine plus grande qu'un placard, nichée au bout du couloir. Trevor avait la chambre principale à l'étage avec une salle de bain attenante, un dressing et des fenêtres sur 2 murs. Ma chambre avait de la place pour un lit simple, une petite commode et rien d'autre. Je faisais mes devoirs assise sur mon lit car il n'y avait pas de place pour un bureau. L'école était une forme de torture particulière. Les enfants ont tout de suite remarqué que je portais des vêtements de garçon. Les jeans qui tombaient mal sur ma silhouette. Les chemises qui étaient coupées pour un autre corps. Ils se moquaient de moi sans relâche. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ce sont les vêtements de ton frère? Ta famille n'a pas d'argent? J'ai appris à déjeuner dans les toilettes, caché dans une cabine avec un livre, loin de leur rire cruel. Mais voici ce que les gens ne savaient pas. Ma mère ne nous a pas abandonnés. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Cancer du sein, stade 4, parti en 6 mois après le diagnostic. Papa s'est remarié avec Diane moins d'1 an plus tard. J'ai à peine eu le temps de faire mon deuil avant d'avoir une nouvelle belle-mère et un demi-frère. Et soudain, tout mon monde tournait autour de leur confort. Le refrain constant de papa a résonné pendant toutes ces années. Sois reconnaissante. Diane t'a recueilli. Trevor partage tout avec toi. Comme si la maison de mon propre père n'était pas ma maison. Comme si j'étais un cas de charité au lieu de sa fille. Comme si la mémoire de ma mère ne signifiait rien. Diane était froide et calculatrice. Chaque interaction ressemblait à un coup aux échecs. Elle ne criait jamais, ne perdait jamais son sang-froid.
Elle réorganisait simplement ma vie en silence pour le bénéfice de Trevor. S'il restait une part de gâteau, Trevor la méritait parce qu'il avait eu une dure journée à l'école. Si quelqu'un devait sauter un repas parce que nous étions en retard, c'était toujours moi parce que je pouvais me permettre de manquer un dîner. Elle souriait en le faisant. Ce masque agréable qui me faisait me sentir folle d'être blessée. Le ressentiment enfoui grandissait comme une tumeur dans ma poitrine, mais je restais silencieuse. Je restais obéissante. Je continuais d'espérer que si j'étais assez bonne, assez gentille, assez reconnaissante, papa finirait par me voir, vraiment me voir, m'aimer de la manière dont il aimait si manifestement Trevor. Je me souviens de mon 10e anniversaire avec une clarté cristalline. Personne ne l'a mentionné. Ni papa, ni Diane, ni même Trevor. Je me suis réveillé, je suis allé à l'école, je suis rentré, j'ai mangé les restes d'un gratin pour le dîner et je suis allé me coucher. C'était un mardi, juste un autre mardi. 2 mois plus tard, Trevor a eu 12 ans, et papa lui a organisé une énorme fête à la piscine du centre communautaire. 30 enfants, un DJ, un gâteau de la taille d'une table basse. Je n'ai pas eu le droit d'inviter d'amis. J'ai aidé à servir la nourriture et à nettoyer après. Quelque chose s'est durci en moi ce jour-là. Quelques semaines plus tard, j'explorais le grenier, à la recherche de vieux livres que je me rappelais d'avant la mort de maman. Caché derrière une boîte de décoration de Noël, j'ai trouvé la boîte à bijoux de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient ses alliances, un collier de perles, quelques boucles d'oreilles, et sous le plateau à bijoux, soigneusement plié, se trouvait une lettre. Elle était adressée à papa, de l'écriture de maman. Ma gorge s'est nouée rien qu'en voyant son écriture cursive et ample. Je l'ai lue 3 fois, mémorisant chaque mot. Maman avait souscrit une police d'assurance vie de $50 000 spécifiquement pour moi, pour mon éducation, pour mon avenir. Elle avait écrit des instructions explicites selon lesquelles l'argent devait être détenu en fiducie jusqu'à mes 18 ans, puis utilisé pour les frais universitaires. $50 000. Je n'avais jamais entendu papa en parler, pas une seule fois. J'avais 10 ans, je portais les vieilles baskets de mon demi-frère, je mangeais les restes du dîner, je dormais dans une chambre de la taille d'un placard, et quelque part il y avait $50 000 que ma mère avait laissés spécifiquement pour moi. Je n'ai rien dit. Un certain instinct m'a dit de garder le silence. À la place, j'ai sorti le téléphone à clapet que papa m'avait donné, son ancien d'il y a 3 ans qui fonctionnait à peine, et j'ai photographié chaque page de cette lettre. J'ai photographié les documents de la police d'assurance. J'ai tout photographié, puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'avais 10 ans, et j'apprenais déjà que les personnes qui étaient censées me protéger étaient celles dont je devais me protéger. Avance rapide de 7 ans. J'avais 17 ans, en terminale, debout dans notre salon avec une lettre d'acceptation de l'UCLA dans mes mains tremblantes. Bourse d'études complète, 4 ans, frais de scolarité entièrement couverts. J'avais travaillé si dur pour cela. Que des excellentes notes malgré tout. 3 emplois à temps partiel, tutorat, babysitting et garde le week-end à l'épicerie locale, économisant chaque dollar pour les frais de subsistance. Trevor avait à peine obtenu son diplôme. Il avait fait la fête pendant tout le lycée, rentrant ivre plus de nuits que je ne pouvais en compter, tandis que papa en riait en disant qu'il fallait bien que jeunesse se passe. Aucune offre de bourse n'est arrivée pour lui. Aucune acceptation dans des universités de 4 ans. Il avait postulé au community college local et y était entré. Probablement parce qu'ils acceptaient n'importe qui avec un pouls et un chéquier. Je pensais que c'était enfin mon moment. Mon tour d'être célébré. Mon tour d'être la priorité. Papa a convoqué une réunion de famille. Nous nous sommes assis dans le salon, moi sur le vieux fauteuil qui avait été le préféré de maman. Trevor était affalé sur le nouveau canapé en cuir que Diane avait choisi l'année dernière. Papa se tenait près de la cheminée comme s'il allait prononcer un discours. Trevor a été accepté au community college, a annoncé papa. C'est $20 000 par an avec les frais de logement. Nous devons l'aider à démarrer, n'est-ce pas? Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver. Je pouvais le voir dans la façon dont Diane souriait, cette courbe satisfaite de ses lèvres. Olivia, papa s'est tourné vers moi, le visage sérieux. J'ai besoin que tu reportes l'UCLA d'1 an, que tu travailles à plein temps, pour aider à contribuer au fonds universitaire de Trevor. La famille est de la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis restée assise,
cette lettre d'acceptation se froissant dans mon poing, et quelque chose en moi a craqué. Et l'argent de l'assurance de maman, je me suis entendu demander. Ma voix semblait creuse, distante. Le visage de papa a complètement changé. La couleur s'en est allée, puis est revenue, rouge. De quoi parles-tu? La police d'assurance vie de 50 000 $ que maman a souscrite pour mon éducation. Celle que tu n'as jamais mentionnée en 7 ans. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Trevor avait l'air confus, regardant alternativement papa et moi. Diane était devenue très immobile, ses yeux calculateurs. Cet argent a été utilisé pour les dépenses familiales au fil des ans, a finalement dit papa, la voix dure. Tu as été nourri et logé, n'est-ce pas? Vêtu et éduqué. Cet argent a servi à maintenir cette famille à flot. J'ai pensé à la nouvelle voiture de Trevor dans l'allée. Les vacances familiales à Hawaï il y a 3 étés, auxquelles je n'ai pas été invité parce que, quelqu'un devait rester à la maison pour garder la maison. La rénovation de la cuisine de Diane l'année dernière. 40 000 $ d'armoire sur mesure et de comptoir en granit. Les 50 000 $ que ma mère avait laissés spécifiquement pour moi avaient disparu. Dépensés, absorbés dans le budget familial comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, je suis censé reporter ma bourse complète, ai-je dit lentement, pour aider à payer le community college de Trevor, et l'argent que ma mère a laissé pour mon éducation a tout simplement disparu. Ne me parle pas sur ce ton, a sèchement répondu papa. Ta mère voudrait que tu aides ton frère. C'est ce que signifie la famille. Sacrifice, soutien. Ton frère a besoin de toi. Diane a finalement pris la parole, sa voix mielleuse. Ce n'est qu'un an, Olivia. Lucas sera toujours là. Mais Trevor doit commencer ses études maintenant. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été la plus mature. J'ai regardé Trevor, qui a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je ne savais pas pour l'argent de l'assurance, a-t-il marmonné. Papa a juste dit qu'on avait besoin d'aide avec les frais de scolarité. Cette nuit-là, allongé dans ma petite chambre, j'ai pris une décision. Je ne reportais rien. Je ne contribuais pas au fonds universitaire de Trevor. Je ne jouais plus à ce jeu. J'ai passé les 3 mois suivants à postuler à tous les prêts privés, toutes les bourses, tous les programmes d'alternance que j'ai pu trouver. J'ai rempli des centaines de dossiers. J'ai écrit des dissertations jusqu'à avoir des crampes aux doigts. J'ai appelé le bureau d'aide financière de Lucas si souvent qu'il connaissait ma voix. Au moment de la remise des diplômes, j'avais tout réglé. Les prêts couvriraient mes frais de subsistance. L'alternance me donnerait de l'argent de poche. Je pouvais le faire. Je pouvais m'en sortir. J'ai accepté l'offre de Lucas. J'ai emballé mes quelques affaires, tout ce qui m'appartenait vraiment, ce qui tenait dans 2 valises et un sac à dos. Le jour de l'emménagement, j'ai pris le bus pour le campus toute seule. Pas d'adieu familial, pas de fête de départ. Je leur ai dit 3 jours avant que je partais. Papa m'a appelé ce soir-là, furieux. Fille ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que nous avons sacrifié. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste engourdi. Et puis, sous l'engourdissement, une petite étincelle de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Trevor a abandonné le community college après un semestre. Trop de fêtes, pas assez d'études. Même histoire, autre décor. Papa ne lui a jamais demandé de rembourser un centime des 20 000 $ qu'ils avaient investis. N'a jamais suggéré que Trevor trouve un travail et contribue à la famille. Ne l'a jamais traité d'ingrat. J'ai passé les 4 années suivantes avec un contact minimal. Des appels téléphoniques pour les fêtes qui duraient moins de 5 minutes. Poli, distant, superficiel. Je ne suis pas rentré pour Thanksgiving ou Noël. Je travaillais dans des magasins pendant les vacances, je faisais du bénévolat dans des soupes populaires, n'importe quoi pour éviter cette maison. Mais Lucas est devenu mon salut. En 2e année, j'ai suivi un cours d'économie d'entreprise enseigné par le professeur Elena Grant. Elle était tout ce que Diane n'était pas. Vive, exigeante, mais sincèrement investie dans la réussite de ses étudiants. Elle a vu quelque chose en moi pendant ce premier semestre. Un jour, après le cours, elle m'a demandé de rester. Tu as un don pour ça, a-t-elle dit, en tapotant mon devoir sur l'évaluation des startups. Mais plus que ça, tu as la rage de vaincre. De quoi fuis-tu? Je n'avais pas l'intention de lui raconter,
mais quelque chose dans sa franchise, sa chaleur sans chichi, a brisé mes défenses. Je lui ai tout raconté, les vêtements d'occasion, les restes, l'argent de l'assurance volée, la façon dont ma propre famille me traitait comme un fardeau plutôt que comme une fille. Le professeur Elena a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et m'a regardé avec des yeux féroces. La réussite n'est pas une question de vengeance, a-t-elle dit doucement. C'est une question de construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais te prendre. Pas ton argent, pas tes réussites, pas ta valeur. Construis-toi si fort que leurs opinions deviennent sans importance. Peux-tu faire ça? J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Bien, a-t-elle dit. Parce que tu vas faire de grandes choses, Olivia. Et je vais t'aider. Le professeur Elena est devenue la figure maternelle que j'avais perdue et jamais remplacée. Elle m'a poussé vers l'entrepreneuriat, m'a présenté à des fondateurs de start-up, m'a appris le capital risque et la croissance des entreprises. Elle m'a défié comme papa ne l'avait jamais fait, a cru en moi comme il ne l'avait jamais fait. Elle est devenue ma famille, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Je suis sorti diplômé summa cum laude à 21 ans avec une double majeure en administration des affaires et en finance. Le professeur Elena était dans le public, applaudissant plus fort que quiconque lorsque j'ai traversé cette scène. Papa n'est pas venu. Il avait dit quelque chose comme quoi c'était trop loin à conduire, même si ce n'était que 140 km. Trevor se mariait le même week-end, de toute façon. J'ai déménagé dans la Silicon Valley avec $800 sur mon compte en banque et un rêve qui semblait à la fois limpide et incroyablement lointain. Je voulais construire quelque chose qui soit à moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever, s'en attribuer le mérite ou rejeter comme de la chance. J'ai été embauché dans une start-up technologique appelée Nexus Solutions. Il fabriquait des logiciels de gestion de projet pour les entreprises de taille moyenne. J'ai commencé comme analyste junior, travaillant 80 heures par semaine, vivant dans un studio à San José à peine plus grand que ma chambre d'enfant. Je mangeais des nouilles ramen et des sandwichs au beurre de cacahuète. Je marchais au travail pour économiser l'essence. Chaque dollar allait sur mon compte d'épargne. Pendant ce temps, Trevor avait 23 ans, vivait toujours chez papa et Diane, travaillant à temps partiel chez le concessionnaire automobile d'un ami de papa. Il s'était marié à une femme nommée Madison et, d'après les rares mises à jour Facebook que je voyais, il se débrouillait. Papa appelait de temps en temps. Les conversations étaient toujours les mêmes, des banalités suivies de la vraie raison de l'appel. Quand vas-tu te poser et trouver un mari? Ou, Trevor et Madison attendent un bébé. Ils ont besoin d'aide pour les frais médicaux. Ou, c'est bientôt l'anniversaire de ta belle-mère. Tu devrais envoyer quelque chose. J'envoyais des refus polis. Pas d'argent, pas de présence, pas de charge émotionnelle. J'ai vécu comme une nonne pendant 4 ans. Travail, maison, sommeil, et on recommence. Mais j'apprenais. J'absorbais tout ce que je pouvais sur l'industrie technologique, sur les startups, sur ce qui faisait le succès ou l'échec des entreprises. J'ai appris à coder à côté, en suivant des cours en ligne tard dans la nuit. J'ai étudié les tendances du marché de manière obsessionnelle, lu tous les livres de commerce que je pouvais trouver, écouté des podcasts pendant mes trajets. À 25 ans, j'ai sauté le pas. J'avais économisé $42 000. J'en ai utilisé 30 pour quitter mon emploi et lancer ma propre application. Je l'ai appelée Moneyways. C'était une plateforme d'éducation financière spécialement conçue pour les jeunes femmes. Outils de budgétisation, éducation à l'investissement, calculateur de remboursement de dettes, le tout enveloppé dans une interface qui ne parlait pas de aux utilisatrices ou ne supposait pas qu'elles étaient stupides. J'avais remarqué une lacune sur le marché. Toutes les applications financières étaient soit trop compliquées, conçues par des hommes pour des hommes, soit si simplifiées qu'elles en étaient insultantes. Je voulais créer quelque chose qui traitait les femmes comme les êtres humains intelligents qu'elles étaient, tout en reconnaissant que l'éducation financière en Amérique était abyssale, surtout pour les filles qui grandissaient dans la pauvreté. Les 6 premiers mois ont été brutaux. J'ai lancé avec un budget marketing minimal. Les téléchargements étaient lents. J'ai atteint le plafond de 3 cartes de crédit pour essayer de maintenir les serveurs en marche et de payer pour l'acquisition d'utilisateurs. Je mangeais un repas par jour, généralement ce qu'il y avait de moins cher à l'épicerie. Riz, haricots. J'ai perdu 7 kilos. Je dormais à peine. J'ai failli abandonner une douzaine de fois. Mais chaque fois que je pensais à abandonner,
je me souvenais des mots du professeur Elena, construis quelque chose qu'ils ne pourront jamais te prendre. Puis, 8 mois après le lancement, quelque chose de miraculeux s'est produit. Une utilisatrice de TikTok avec 2 millions d'abonnés a posté une vidéo faisant l'éloge de MoneyWise. Elle a raconté comment elle avait utilisé l'application pour rembourser 20 000 $ de dettes de carte de crédit, comment les modules éducatifs lui avaient appris les fonds indiciels et les comptes de retraite, comment pour la première fois de sa vie, elle se sentait en contrôle de son argent. La vidéo est devenue virale. 3 millions de vues en 48 heures. Mon téléphone a explosé de notifications. Les téléchargements ont bondi. En une semaine, j'avais 50 000 nouveaux utilisateurs. En un mois, 200 000. Les coûts des serveurs ont grimpé en flèche, mais les revenus des abonnements premium aussi. Les sociétés de capital risque ont commencé à me contacter. Au début, je les ai ignorés. Je voulais garder le contrôle, mais le professeur Elena, que je consultais pour tout, m'a convaincu de prendre des rendez-vous. Écoute ce qu'ils ont à offrir, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu dois comprendre tes options. J'ai rencontré 8 sociétés de capital risque différentes au cours des 3 mois suivants. La plupart étaient exactement ce à quoi je m'attendais, des hommes en costume cher parlant de croissance et de pénétration de marché tout en dissimulant à peine leur scepticisme quant au fait qu'une femme de 26 ans puisse diriger une entreprise technologique prospère. Mais une société était différente. Sterling Venture, dirigée par une femme nommée Patricia Chen, qui avait fait fortune dans la biotechnologie. Elle comprenait. Elle me comprenait. Son offre était juste, sa vision correspondait à la mienne, et elle a promis de ne pas me pousser hors de la direction. J'ai pris son argent. 2 millions de $ pour 20% des actions. Je l'ai utilisé pour embaucher une véritable équipe, moderniser l'infrastructure et développer le marketing. En 6 mois, MoneyWise avait 2 millions de téléchargements. En un an, 5 millions. Les offres de rachat ont commencé à arriver à 27 ans. De grandes entreprises technologiques voulaient acquérir MoneyWise et l'intégrer à leurs services financiers existants. Les chiffres étaient stupéfiants. 8 millions, 10 millions, 12 millions. J'ai accepté une offre d'un géant des services financiers pour 12 millions de $. Après impôts, après avoir remboursé les investisseurs en capital risque, après avoir réglé toutes les dettes, je suis reparti avec 7,3 millions de $. J'avais 27 ans. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous nous étions à peine parlé en 6 ans. Je savais que si papa l'apprenait, les appels commenceraient. Les demandes, les attentes. Je voulais profiter de mon succès en paix. J'ai investi judicieusement, immobilier dans des marchés émergents, un portefeuille d'actions diversifié, des fonds indiciels. J'ai mis de l'argent dans une deuxième start-up, une entreprise de technologie de la santé des femmes qui a été vendue avec succès quand j'avais 30 ans. J'ai conseillé d'autres entrepreneurs. J'ai donné des conférences. À 32 ans, ma valeur nette dépassait les 8 millions de $. J'avais des sources de revenus passifs grâce à des investissements qui rapportaient plus d'argent chaque mois que ce que papa gagnait en un an à son poste de comptable. Je vivais confortablement, mais pas de manière extravagante. Je conduisais une belle voiture, mais pas tapa accent grave-l'œil. Je faisais des dons à des causes auxquelles je croyais. Et j'ai acheté la maison de plage. 3,2 millions de $. 4 chambres, 3 salles de bain et demi, une piscine à débordement qui semblait se jeter directement dans l'océan Pacifique, des baies vitrées du sol au plafond partout, une cuisine de chef avec des appareils haut de gamme, un bureau à domicile avec des bibliothèques intégrées, une suite parentale qui occupait tout le 2e étage, un accès direct à la plage, des vues sur le coucher de soleil qui ressemblaient à des peintures, le son des vagues comme musique de fond constante. J'ai payé comptant, la totalité du montant. La mâchoire de l'agent immobilier est littéralement tombée lorsque mon virement a été effectué. C'était à moi. Chaque centimètre carré construit sur mon travail, mon sacrifice, mon refus de laisser mon enfance définir mon avenir. Le jour de la clôture de la vente, j'étais assise sur la terrasse à boire du champagne toute seule quand mon téléphone a vibré. Une demande d'amis sur Facebook de Trevor. Je n'étais pas allé sur Facebook depuis des années. Je me souvenais à peine que j'avais un compte. Curieuse, j'ai accepté. Son profil était public. J'ai fait défiler les photos. Trevor et Madison avec 3 jeunes enfants, tous de moins de 7 ans. Des photos de modestes fêtes d'anniversaire, de barbecue dans le jardin, d'un appartement de 2 pièces à l'allure exiguë.
Les publications de Madison contenaient des plaintes vagues sur le fait que l'argent était juste, sur le fait de vivre d'un chèque de paie à l'autre, sur le fait que le travail de vendeur de Trevor ne payait pas assez. Moins d'une heure après avoir accepté la demande d'amis de Trevor, mon téléphone a sonné. Papa. La première fois qu'il appelait en plus de 2 ans. Olivia. Sa voix était chaleureuse, amicale, comme si nous nous parlions chaque semaine. Comment vas-tu? Trevor a mentionné que tu avais accepté sa demande d'amis. Nous devrions reprendre contact. Je sais que ça fait un moment, mais la famille est importante. Tu le sais. Il a fait une pause. Trevor a dit quelque chose comme quoi tu réussissais bien en Californie. Voilà. La vraie raison de l'appel. J'ai regardé autour de moi ma maison de plage, la vie que j'avais construite, la preuve de mon succès. Je vais bien, papa, ai-je dit prudemment. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, tu sais, j'adorerais te voir, voir comment tu vis. Prendre des nouvelles. Ça fait trop longtemps, ma chérie. Ma chérie. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis que j'avais 7 ans. Et maman était encore en vie. J'ai pensé à dire non, à protéger ma paix, à les garder à distance où ils ne pourraient plus me faire de mal. Mais une autre pensée m'est venue. La curiosité, peut-être. Ou peut-être que je voulais qu'ils voient ce que j'étais devenu malgré eux. Qu'ils voient ce que j'avais construit après qu'ils aient fait tout leur possible pour me freiner. Bien sûr, ai-je dit. Passez ce samedi. Je t'enverrai l'adresse par message. Super, papa semblait surpris que j'ai accepté si facilement. J'amènerai Trevor. Il est impatient de renouer avec sa sœur. Sa sœur. Pas mon frère. Sa sœur. Comme si j'appartenais à Trevor, et non l'inverse. J'ai raccroché et j'ai de nouveau regardé ma maison de plage. Quelque chose me disait que ça allait être intéressant. Le samedi est arrivé avec un temps californien parfait. 24 degrés, ciel sans nuages, 12 brises de l'océan. J'avais passé la matinée à m'assurer que la maison était impeccable. Non pas parce que je voulais les impressionner, mais parce que je voulais qu'ils voient exactement ce que j'avais accompli. Ils sont arrivés à 14 heures. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la berline de luxe de papa se garer dans mon allée. Une Mercedes. Intéressant. Il avait toujours prétendu que l'argent était juste quand j'étais enfant. Papa est sorti le premier, portant des vêtements décontractés d'apparence coûteuse, un pantalon kaki pressé, un polo, des lunettes de soleil de marque. Trevor est sorti du côté passager et je l'ai à peine reconnu. Il avait pris du poids, avait l'air fatigué, plus vieux que ses 34 ans. Il portait aussi une belle montre, des baskets de marque. Il ne semblait pas si en difficulté s'il pouvait se permettre ces choses. Diane n'était pas venue. Elle ne se sent pas bien, m'avait envoyé papa par message plus tôt. Je soupçonnais qu'elle avait honte. Tant mieux. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Papa. Trevor. Olivia. Papa m'a prise dans une étreinte qui semblait théâtrale, comme s'il jouait le rôle d'un père aimant pour un public invisible. Tu es magnifique, tu as réussi. La Californie te va bien. Trevor m'a ensuite étreinte, maladroit et raide. Salut, sœurette. Ça fait longtemps. Je les ai fait entrer, en observant leur visage. La mâchoire de papa est littéralement tombée. Trevor s'est arrêté de marcher et a juste regardé, bouche bée. L'entrée donnait directement sur le salon principal. Des plafonds de 9 mètres de haut, des sols en marbre blanc, des meubles modernes dans les tons de gris et de blanc, et ses fenêtres, un mur de verre donnant sur le Pacifique, le soleil de fin d'après-midi transformant l'eau en or liquide. Punaise, s'est repris Trevor. C'est incroyable. Je leur ai fait visiter. La cuisine de chef avec sa cuisinière à gaz à 8 brûleurs, ses fours doubles, sa cave à vin, un îlot assez grand pour accueillir 8 personnes. La salle à manger formelle qui pouvait accueillir des dîners. Le salon avec son système de divertissement intégré. Chaque chambre avec son propre caractère, sa propre salle de bain, des finitions haut de gamme partout. La suite parentale a fait siffler papa. C'est plus grand que tout mon rez-de-chaussée. La piscine à débordement les a laissés sans voix. Elle semblait s'étendre directement dans l'océan. Pas de barrière visible, juste de l'eau rencontrant de l'eau, rencontrant le ciel. Il y a aussi une maison d'amis, ai-je mentionné nonchalamment. 2 chambres, cuisine complète, entrée séparée.
Je l'utilise quand des collègues viennent pour des sessions de travail prolongées. Je les ai vus calculer, j'ai vu les rouages tourner dans leur tête. J'ai vu le moment exact où l'expression de papa est passée d'impressionné à opportuniste. Nous nous sommes assis sur la terrasse, des verres de thé glacé perlant de sueur sous la chaleur de l'après-midi. Des banalités, une conversation superficielle. Trevor a parlé de ses enfants. Sophia avait 6 ans, Jackson 4, Emma 18 mois. Madison était mère au foyer. L'argent était juste, mais il s'en sortait. Papa a parlé de la planification de sa retraite, de réduire la taille de leur maison, peut-être des problèmes de santé de Diane qui étaient vagues et non définis. Puis papa s'est penché en arrière dans sa chaise, regardant l'océan, et a dit les mots que j'attendais. Tu as si bien réussi, Olivia. Je suis si fier de toi. Les voilà. Les mots que j'avais attendus toute mon enfance. Je suis fier de toi. Il sonnait creux, vide, transactionnel, parce que je savais ce qui allait suivre. Cet endroit est incroyable, a poursuivi papa. Mais c'est tellement d'espace pour une seule personne. Que fais-tu avec 4 chambres? Tu voyages beaucoup pour le travail, n'est-ce pas? Consulting, affaires. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Trevor et Madison sont dans une situation difficile en ce moment, a dit papa, sa voix prenant ce ton raisonnable et logique qui me faisait autrefois douter de mes propres sentiments. Appartement de 2 chambres, 3 enfants. Emma est encore dans un berceau dans leur chambre. Les garçons partagent une chambre minuscule. Le bail de Trevor expire le mois prochain et le loyer augmente de $300 de plus. Trevor a sauté sur l'occasion, la voix avide. Les enfants adoreraient ici. La plage, la piscine. Je me souviens combien tu aimais l'océan quand tu étais petite. Et je prendrais si bien soin de l'endroit. Tu remarquerais à peine notre présence. J'ai siroté mon thé. J'ai attendu. Papa a fait sa proposition. Et si la famille de Trevor vivait ici? Tu voyages tellement de toute façon. Tu as dit que tu es à peine à la maison. Ils ont besoin d'espace. Tu as de l'espace. La maison d'amis serait parfaite pour toi quand tu es en ville. Tu pourrais même leur faire payer un loyer si tu voulais. Quelque chose de symbolique. La famille qui est de la famille. Voilà. L'audace était à couper le souffle. Il voulait que je renonce à ma maison, la chose pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie d'adulte, pour que la famille de Trevor puisse vivre dans le confort pendant que je resterais dans la maison d'amis de ma propre propriété. Trevor s'est penché en avant. Juste temporairement, serait. 6 mois le temps qu'on économise pour un acompte sur quelque chose. Les enfants ont besoin d'espace pour grandir. Tu te souviens de ce que c'est que de manquer, non? Tu ne voudrais pas qu'ils souffrent comme ça. La manipulation était exquise. Utiliser ma pauvreté d'enfant, la pauvreté qu'ils avaient créée, comme levier contre moi. J'ai regardé la montre chère de Trevor, les lunettes de soleil de marque de papa, la Mercedes dans mon allée qui coûtait probablement $60 000. Quelque chose en moi est devenu très calme, très froid, très clair. J'ai senti cette vieille programmation se déclencher. Sois reconnaissante. Sois généreuse. La famille est de la famille. La voix de mon père, de Diane, résonnant à travers les décennies. La petite fille qui portait des vêtements d'occasion et mangeait les restes et prenait le moins de place possible. Elle voulait dire oui. Voulait leur plaire. Voulait enfin être assez bien. Mais je n'étais plus cette petite fille. Je leur ai souri. Calme, posé, en parfait contrôle. Laissez-moi passer un appel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Amanda Sterling, mon avocate en immobilier. Je l'ai mis sur haut-parleur. Amanda, bonjour. C'est Olivia. Tu te souviens de cette propriété dont nous avons parlé dans le Montana le mois dernier? Le ranch de 2 hectares à rénover pour $200 000? Celui à Missoula? La voix d'Amanda est arrivée clairement. Oui, il est toujours disponible. Je veux l'acheter aujourd'hui. Offre au comptant, clôture dans 2 semaines. Peux-tu t'en occuper? Absolument. J'aurai les papiers prêts pour lundi. Parfait. Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé les visages confus de papa et de Trevor. Voici mon offre, ai-je dit calmement. Je vous achèterai une maison dans le Montana. 2 hectares, elle a besoin de travaux, mais elle est solide.
Vous pourrez y vivre sans loyer. Je couvrirai les impôts fonciers pendant les 5 premières années. Trevor, tu peux trouver du travail là-bas. Le coût de la vie est 60% plus bas que dans le sud de la Californie. Les enfants auront de l'espace, de l'air frais, de bonnes écoles. Le visage de papa est devenu violet. Le Montana? Tu es folle? Trevor a un travail ici. Un travail qui paie 35 000 $ par an, ai-je dit d'un ton égal. Dans le Montana, ça va beaucoup plus loin. Tu pourrais vraiment économiser de l'argent. Construire quelque chose. Trevor s'est levé, en colère. Je ne vais pas déménager au milieu de nulle part. Tu nous le dois. Papa t'a élevé. Tu n'existerais même pas sans lui. Quelque chose s'est fissuré dans mon sang-froid. Papa m'a élevé, ma voix est restée égale mais s'est durcie. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je suis entré dans mon bureau. Je suis revenu avec un dossier que j'avais gardé pendant plus de 20 ans. À l'intérieur se trouvaient des impressions de ces photos que j'avais prises à 10 ans. La lettre de la police d'assurance de maman. Des relevés bancaires que j'avais demandés des années plus tard par des voies légales montrant exactement où étaient allés ces 50 000 $. Maman m'a laissé 50 000 $, ai-je dit, en plaçant les papiers sur la table entre nous. Pour l'université, pour mon éducation, pour mon avenir. Vous l'avez dépensé pour la voiture de Trevor, pour des vacances en famille auxquelles je n'ai pas été invité, pour la rénovation de la cuisine de Diane. Le visage de papa est devenu blanc, puis rouge. C'était de l'argent de la famille. Nous avions des dépenses. Élever des enfants coûte cher. C'était mon argent, de ma mère. Vous l'avez volé. Nous t'avons donné un foyer, a crié papa. Vous m'avez donné les vêtements d'occasion de Trevor et m'avez dit d'être reconnaissante. Vous m'avez nourri avec des restes. Vous avez oublié mon 10e anniversaire. Vous avez laissé Diane me traiter comme un fardeau dans la maison de mon propre père. Trevor a essayé de détourner le sujet. Écoute, je ne savais pas pour l'argent de l'assurance, d'accord? Mais nous sommes de la famille, du sang. Tu vas vraiment laisser mes enfants souffrir à cause de vieilles rancunes? Je l'ai senti alors. La culpabilité familière qui s'insinuait, le conditionnement de toute une vie, la voix qui disait que j'étais égoïste, cruel, ingrate. Puis j'ai entendu la voix du professeur Elena dans ma tête. Ils ne prendront que ce que tu leur permets de prendre. Voici mon offre finale, ai-je dit. La maison du Montana entièrement payée. Les impôts fonciers couverts pendant 5 ans. Après ça, vous vous débrouillez. Ou rien. Choisissez. Papa a explosé. Espèce de sorcière égoïste et ingrate. Après tout ce que j'ai sacrifié. J'aurais pu t'envoyer en famille d'accueil après la mort de ta mère. J'aurais pu t'abandonner, mais je t'ai gardé, je t'ai élevé, et c'est comme ça que tu me rembourses? Les mots flottaient dans l'air comme du poison. La voix de Diane est soudainement sortie du téléphone de Trevor. Il était apparemment en communication avec elle depuis le début, le téléphone dans sa poche. Elle avait tout entendu. Tu es une fille horrible, a crié la voix de Diane à travers le haut-parleur. La famille ne traite pas la famille comme ça. Nous t'avons recueilli. Vous m'avez recueilli, ai-je dit au téléphone. Mon père t'a épousé. J'étais sa fille. Je n'avais pas besoin d'être recueilli dans ma propre maison. Mon téléphone a sonné. Timing parfait. Professeur Elena. J'ai répondu sur haut-parleur. Professeur Grant. Oui. J'adorerais dîner avec toi. Je suis en train de terminer avec quelques visiteurs. La voix d'Elena est arrivée, chaleureuse et inquiète. Est-ce que tout va bien, ma chère? Tu as l'air stressé. J'ai regardé papa droit dans les yeux. Tout est parfait. Je suis juste en train de fixer quelques limites. Elena, que Dieu la bénisse, a tout de suite compris. Bien joué, ma fille. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Tu ne leur dois rien. Absolument rien. À 7 heures. À 7 heures. J'ai raccroché. Le visage de papa avait changé. Il avait réalisé que j'avais du soutien, un mentorat, toute une vie dont il ne savait rien. Des gens qui me valorisaient, qui me choisissaient. La dynamique de pouvoir avait basculé, et il le savait. Le silence après l'appel du professeur Elena était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Papa s'est rassis lourdement. Son visage toujours rouge,
mais les cris avaient disparu. Trevor se tenait près de la balustrade de la piscine, la serrant avec les jointures blanchies. « Qui était-ce » a finalement demandé papa, sa voix plus calme, mais toujours empreinte de colère. « Mon mentor » ai-je dit simplement. « Elle a été plus un parent pour moi que tu ne l'as jamais été. » Cela a eu l'effet d'une gifle. Bien, Trevor s'est retourné, et j'ai été surprise de voir ses yeux humides. « Écoute, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que les choses n'étaient pas juste en grandissant, mais mes enfants, Olivia, ils sont innocents dans tout ça. Sophia entre en première année l'année prochaine. Jackson a besoin d'espace pour jouer. Emma aura bientôt besoin de sa propre chambre. Nous nous noyons. Alors prenez la maison du Montana, ai-je dit. Je vous offre une vraie solution. Un logement gratuit, un coût de la vie plus bas, un nouveau départ. Je ne peux pas simplement déraciner toute ma vie. La voix de Trevor s'est brisée. Mon travail est ici. La famille de Madison est ici. Les amis des enfants, leur école. Tu me demandes de tout abandonner. J'ai tout abandonné quand j'avais 18 ans, ai-je dit. Personne ne m'a offert de maison gratuite. J'avais des prêts étudiants que j'ai mis 8 ans à rembourser. J'ai eu 3 emplois. J'ai vécu de ramen et de beurre de cacahuètes. Et je l'ai fait parce que je le devais, parce que personne n'allait venir me sauver. Papa a finalement repris la parole. Et son ton avait changé. Moins agressif, plus manipulateur. Tu as raison. Nous n'étions pas parfaits. Je n'étais pas parfait. Perdre ta mère m'a détruit, et je l'ai mal géré. Mais la famille pardonne. La famille va de l'avant. On ne peut pas changer le passé. Tu as raison, ai-je convenu. On ne peut pas changer le passé, mais je peux fixer des limites pour l'avenir. En nous punissant, la voix de Diane est revenue à travers le téléphone de Trevor. Plus calme maintenant, mais toujours aussi tranchante. En gardant rancune. Non, ai-je dit. En me protégeant. Cette maison représente mon succès, mon travail acharné. Mon évasion d'une enfance où l'on m'a fait me sentir sans valeur. Je ne vais pas y renoncer. Le téléphone de Trevor a sonné dans sa main. Il a regardé l'écran. C'est Madison. Réponds, ai-je dit. Il l'a fait, en le mettant sur haut-parleur. Salut, bébé. Trevor, il faut que tu rentres à la maison, la voix de Madison semblait tendue. Émotionnelle. Emma n'arrête pas de pleurer. Sophia a renversé du jus sur tout le tapis et Jackson a dessiné sur les murs avec un marqueur indélébile. Je ne peux pas faire ça toute seule. As-tu demandé à ta sœur de nous aider? L'épuisement brut dans sa voix a touché quelque chose dans ma poitrine. Madison. Je ne l'avais même jamais rencontrée. Elle essayait juste d'élever 3 enfants dans un appartement trop petit avec un mari qui ne gagnait pas assez et des beaux-parents qui avaient volé leur belle-fille. J'y travaille, a dit Trevor doucement. S'il te plaît, la voix de Madison s'est brisée. Trevor, on a reçu un autre relevé de carte de crédit. On en est à $40 000 maintenant. 40 000. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Chaque mois, je fais un budget, je réduis les coûts, mais ce n'est jamais assez. Et maintenant, le propriétaire veut 300 de plus de loyer. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Elle sanglotait maintenant. Des sanglots déchirants. Le visage de Trevor s'est décomposé. Je vais arranger ça, Mads. Je le promets. Je vais arranger ça. Je vais. Il a raccroché et m'a regardé avec des yeux désespérés. Tu entends ça? C'est ce que je vis. Ma femme qui fait une dépression nerveuse parce que je ne peux pas subvenir à nos besoins. Mes enfants qui grandissent stressés parce qu'ils nous entendent nous disputer pour de l'argent. Et tu es assise ici dans ta maison de 3 millions de dollars à me dire de déménager dans le Montana. Quelque chose s'est tordu dans mes entrailles. Ce n'était plus seulement à propos de Trevor. Il y avait 3 enfants innocents et une femme que je n'avais jamais rencontrée qui souffrait. Mais cela ne rendait pas ma responsabilité de régler le problème. Je suis désolé que Madison ait des difficultés, ai-je dit. Et je le pensais. Je suis désolé que tes enfants grandissent avec un stress financier. Mais Trevor, tu as abandonné le community college, $20 000 d'argent de la famille plus tard. Tu as eu des emplois mal payés pendant plus d'une décennie. À quel moment prends-tu la responsabilité de tes propres choix?
J'avais 20 ans. A crié Trevor. J'étais un gamin stupide qui a fait des erreurs. Tu as 34 ans maintenant, ai-je dit. Quelle est l'excuse? La voix de Diane est revenue à travers le téléphone. Et cette fois, elle pleurait. S'il te plaît, Olivia. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais jalouse de ta mère. De combien ton père l'aimait. Je me suis défoulé sur toi, une enfant. J'ai eu tort. Tellement tort. Je ne sais pas comment réparer ça. Mais s'il te plaît, ne punis pas les enfants de Trevor pour mes erreurs. C'était la première émotion sincère que j'avais jamais entendue de la part de Diane. 24 ans. Et c'était la première fois qu'elle admettait ce qu'elle avait fait. Papa s'est levé et s'est dirigé vers la balustrade. Le dos tourné vers moi. Ses épaules tremblaient. Quand il a parlé, sa voix était épaisse. Je t'ai laissé tomber, Olivia. Je faisais le deuil de ta mère. Et Diane était là. Et elle était vivante et chaleureuse et n'était pas un rappel de tout ce que j'avais perdu. Alors je l'ai laissé prendre le contrôle. Je l'ai laissé prendre les décisions. Je me suis dit que tu étais plus forte, plus indépendante, que tu n'avais pas besoin de moi comme Trevor avait besoin d'être guidé. Il s'est retourné et il y avait des larmes sur son visage. La vérité, c'est que j'ai été un lâche. La vérité absolue, c'est que tu ressemblais exactement à ta mère. Les mêmes yeux, le même sourire. Et chaque fois que je te regardais, je la voyais. Et ça faisait si mal que je ne pouvais pas respirer. Alors j'ai détourné le regard. J'ai choisi le chemin facile. J'ai choisi d'aimer l'enfant qui ne me rappelait pas ma femme morte. Et j'ai abandonné l'enfant qui avait le plus besoin de moi. Les mots flottaient dans l'air. C'était la chose la plus honnête que papa m'ait dite de toute ma vie. Je ne peux pas effacer 24 ans de dommages, a-t-il poursuivi, la voix brisée. Je ne peux pas te rendre ton enfance. Je ne peux pas te rendre cet argent d'assurance. Il est dépensé et parti. Mais je te le demande, Olivia, je t'en supplie. Ne laisse pas mes échecs détruire la famille de Trevor. S'il te plaît. Je suis resté là, le cœur battant, les émotions en guerre à l'intérieur de moi. La colère, le chagrin, la justification, et en dessous de tout ça, cette petite fille qui voulait encore désespérément que son père l'aime. Trevor s'est assis sur l'une de mes chaises de terrasse et a mis son visage dans ses mains. Quand il a relevé la tête, son visage était rouge et humide. Je ne savais pas pour l'argent de l'assurance, a-t-il dit, la voix à vif. Je te le jure, Olivia. Papa m'a dit que c'était de l'argent de la vente de la voiture de maman. Qu'il l'utilisait pour des trucs de famille. Je ne savais pas que c'était spécifiquement pour toi. Je ne savais pas. J'ai regardé son visage et j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Une surprise sincère. Une culpabilité sincère. Peut-être que Trevor avait été manipulé aussi. Peut-être qu'il avait été l'enfant chéri. Oui, gâté et encouragé, mais aussi utilisé comme un pion dans le mariage dysfonctionnel de papa et Diane. J'étais un gamin gâté, a poursuivi Trevor. Je le sais. J'ai traversé la vie en pensant que tout s'arrangerait parce que ça avait toujours été le cas. Personne ne m'a jamais fait assumer les conséquences. Et maintenant, j'ai 3 enfants et je me rends compte que je n'ai aucune idée de comment être un homme, comment être un père, parce qu'on ne me l'a jamais appris. On m'a juste donné des choses. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu es la plus forte. Tu l'as toujours été. Tu as survécu à ce qui m'aurait brisé. Et je t'en ai voulu pour ça parce que ça me faisait me sentir faible. L'honnêteté était stupéfiante. Je suis rentré à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Je me suis versé un verre d'eau. J'ai fixé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. Qu'est-ce que je voulais ici? La vengeance? La justice? Les faire souffrir comme j'avais souffert? Non, ce que je voulais, c'était la paix. Ce que je voulais, c'était une famille qui soit réelle, pas le fantasme que j'avais poursuivi toute mon enfance. Ce que je voulais, c'était arrêter de porter ce poids. Je suis retourné dehors. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Ça ne répare pas 24 ans. Ça n'efface pas les dommages. Mais j'aiderai la famille de Trevor à une condition. Ils m'ont tous regardé, l'espoir et la peur mêlés sur leur visage. Thérapie familiale, ai-je dit. Nous tous.
Papa, Diane, Trevor, moi. 6 mois, des séances hebdomadaires. Nous faisons le vrai travail. Pas d'excuses superficielles, pas de promesses en l'air. Nous explorons la dysfonction, le ressentiment, les schémas. Nous y faisons face honnêtement. Je les ai regardés un par un. Si nous faisons ça, si nous nous engageons vraiment à changer, alors j'aiderai avec la dette de Trevor, et je vous aiderai à trouver une maison convenable ici en Californie. Pas cette maison. Celle-ci est à moi. Mais quelque chose de bien. Quelque chose où vos enfants pourront grandir. Papa a commencé à parler, probablement pour contester la thérapie, pour dire que ce n'était pas nécessaire. J'ai levé la main. C'est l'offre. La seule offre. Thérapie et responsabilité, ou le Montana, ou rien. Choisissez. Papa a refermé la bouche. Il a regardé Trevor, puis le téléphone où Diane écoutait. D'accord, a chuchoté papa. D'accord, nous ferons la thérapie. Trevor a hoché la tête, s'essuyant le visage. Oui, tout ce qu'il faudra. La voix de Diane est parvenue, petite et brisée. Oui, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. J'ai hoché la tête lentement. Je vous enverrai par message le nom d'un thérapeute familial que j'ai recherché. Le premier rendez-vous est la semaine prochaine. Si quelqu'un manque une séance sans une véritable urgence, l'offre disparaît. Compris? Ils ont tous accepté. Après leur départ, je suis resté sur ma terrasse et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Mes mains tremblaient. Je me sentais vidé, épuisé, mais aussi plus légère d'une certaine manière. Le professeur Elena a appelé à 6h30. Toujours partante pour dîner. Désespérément, ai-je dit. Comment ça s'est passé? Je crois que je viens d'accepter de sauver ma famille d'elle-même. Elena a ri doucement. Oh, ma chérie, tu es plus courageuse que tu ne le penses. La première séance de thérapie fut brutale. Le docteur Marcus Webb était un thérapeute familial spécialisé dans l'éloignement et les traumatismes de l'enfance. Son cabinet était à Santa Monica, un terrain neutre pour tout le monde. Des murs chaleureux peints dans des tons apaisants de bleu, des fauteuils confortables disposés en cercle, des boîtes de mouchoirs stratégiquement placées sur chaque surface. Papa et Diane s'assirent d'un côté. Trevor s'assit à côté d'eux. Je m'assis en face, ma propre petite île. Le docteur Webb s'assit sur une chaise qui complétait le cercle. Commençons par la raison pour laquelle nous sommes ici, dit le docteur Webb. Sa voix était calme mais ferme. Olivia, c'est toi qui as initié cela. Que espères-tu obtenir de ces séances? De l'honnêteté, dis-je. De la véritable honnêteté, pas des excuses conçues pour me manipuler afin que je leur donne ce qu'ils veulent. Je veux comprendre pourquoi j'ai été traité de cette façon. Et je veux qu'ils comprennent ce que cela m'a fait. Le docteur Webb hocha la tête. Quelqu'un d'autre? Je veux retrouver ma fille, dit papa doucement. Je veux réparer ce que j'ai cassé. Diane se tordit les mains sur ses genoux. Je veux cesser d'être la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Je veux mieux me comprendre. Trevor regarda le sol. Je veux apprendre à être un meilleur homme pour mes enfants afin qu'ils ne grandissent pas comme moi. Au cours des 6 mois suivants, nous avons décortiqué la dysfonction pièce par pièce. Certaines séances, les gens criaient. Certaines séances, tout le monde pleurait. Certaines séances, nous restions assis dans un silence si lourd qu'on avait l'impression de se noyer. La 3e semaine, papa a admis qu'il m'en avait voulu d'avoir survécu alors que ma mère n'avait pas survécu. Tu étais là, vivante, en bonne santé, et elle était partie. Ce n'était pas logique. Ce n'était pas juste, mais à un certain niveau, je t'ai reproché d'être celle qui avait vécu. La 5e semaine, Diane a avoué qu'elle avait épousé papa pour la sécurité financière. J'étais une mère célibataire avec un fils, sans diplôme, avec 2 emplois. Ton père était stable, avait réussi. Je me suis convaincu que c'était de l'amour. Mais en réalité, j'étais terrifié d'être pauvre. Et j'ai protégé Trevor à tes dépens parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il souffre comme j'avais souffert. La 7e semaine, Trevor s'est effondré en décrivant comment on lui avait appris que sa valeur venait de ce que les gens lui donnaient, et non de ce qu'il accomplissait. Personne ne m'a jamais fait mériter quoi que ce soit. Donc, je n'ai jamais appris que j'étais capable. Je n'ai jamais appris que j'étais fort. J'ai juste appris à prendre.
La 9e semaine, j'ai parlé des vêtements d'occasion, des restes, de l'anniversaire oublié. Le docteur Webb m'a demandé de décrire le moment le plus solitaire de mon enfance. C'était le matin de Noël, dis-je, la voix tremblante. J'avais 12 ans. Trevor a eu un nouvel ordinateur portable. J'ai eu un paquet de chaussettes. Et papa a dit, tu ne vas pas dire merci? Et je l'ai fait. J'ai dit, merci. Parce que j'avais appris que ma douleur n'avait pas d'importance. Ma déception n'avait pas d'importance. Leur confort était plus important que ma dignité. Diane sanglota. Je suis tellement désolé. Je suis si désolé. À la 12e semaine, des schémas émergeaient. Papa a admis qu'il n'avait jamais fait le deuil de la perte de ma mère. Il s'était jeté dans un nouveau mariage, avait créé une nouvelle structure familiale. N'importe quoi pour éviter de ressentir la perte. Je me noyais, dit-il. Et au lieu d'apprendre à nager, je me suis juste accroché au premier radeau de sauvetage venu, même si cela signifiait te pousser sous l'eau. Diane a parlé de sa propre enfance, élevée par une mère qui mettait ses enfants en compétition pour les ressources. Je recréais ce que je connaissais. La compétition, la rareté. Je vous ai mis, toi et Trevor, en compétition pour des miettes d'attention parce que c'est comme ça que je pensais que les familles fonctionnaient. Trevor a décrit se sentir à la fois privilégié et inadéquat. On m'a tout donné mais on ne m'a rien appris. Je ne savais pas travailler dur parce que rien n'exigeait jamais d'effort. Et puis je suis devenu adulte et soudain, l'effort était requis et je n'avais aucune idée de comment y accéder. Alors j'ai échoué, encore et encore. Le docteur Webb nous a parlé du traumatisme générationnel, de la façon dont la dysfonction se transmet de parents à enfants comme un code génétique. Il nous a appris à briser les cycles, à faire des choix conscients au lieu de réagir à partir de vieilles blessures. La 16e semaine, quelque chose a changé. Nous parlions de l'argent de l'assurance, ces $50 000 qui m'avaient hanté pendant des décennies. Je ne peux pas le rendre, dit papa. Il est parti. Mais je peux reconnaître ce que je t'ai pris. L'amour de ta mère traduit en argent destiné à lancer ton avenir. J'ai volé ça. J'ai volé le dernier cadeau de ta mère pour toi. Il a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose. Un relevé de compte. J'ai vendu ma Mercedes la semaine dernière. J'ai mis l'argent sur un compte que je constitue pour l'éducation des enfants de Trevor. Je contribue à hauteur de 5 cents par mois. Cela n'égalera jamais ce que je t'ai pris. Mais peut-être que cela signifiera que les enfants de Trevor ne souffriront pas de mes erreurs. Diane m'a aussi montré quelque chose, un tableau budgétaire. J'ai trouvé un travail à temps partiel. Vente dans une librairie. Je consacre tout mon salaire à rembourser la dette de carte de crédit de Trevor et Madison. Cela prendra des années, mais je le fais. Trevor a sorti un autre type de papier, un certificat. Je me suis réinscrit au Community College. Des cours de gestion d'entreprise. J'y vais vraiment cette fois, j'étudie vraiment. Et j'ai trouvé un nouveau travail, directeur des ventes dans une entreprise de panneaux solaires. $48 000 par an. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. La 20e semaine, j'ai amené le professeur Elena à une séance. Le docteur Webb m'avait suggéré de leur présenter les personnes qui m'avaient réellement soutenu. Elena s'assit à côté de moi et parla de la jeune femme brillante et brisée qu'elle avait rencontrée dans son cours d'économie. Olivia avait toutes les raisons d'être amère, en colère, destructrice. Au lieu de cela, elle a canalisé sa douleur vers un but. Elle a construit quelque chose de magnifique. Et elle l'a fait sans un seul dollar des personnes qui auraient dû être sa fondation. Elle regarda papa. Vous ne lui avez pas seulement manqué financièrement. Vous lui avez manqué émotionnellement. Vous lui avez fait croire qu'elle ne valait pas la peine d'être protégée. Et elle a dû apprendre sa propre valeur à partir de zéro, auprès d'étrangers, de mentors comme moi qui ont vu ce que vous refusiez de voir. Papa pleura. Je sais, mon Dieu. Je sais. La 24e semaine, notre dernière séance, le docteur Webb a demandé à chacun de nous ce que nous avions appris. Papa parla le premier. J'ai appris que le deuil n'est pas une excuse pour la cruauté. J'ai appris qu'aimer un enfant n'exige pas d'en négliger un autre. J'ai appris que je ne peux pas défaire le passé, mais que je peux me présenter différemment à l'avenir. Si Olivia m'accorde cet avenir. Diane suivit.
J'ai appris que mon insécurité a détruit la vie d'une enfant innocente. J'ai appris qu'être une belle-mère ne signifie pas rivaliser avec un fantôme. J'ai appris que je me suis privé de connaître une jeune femme incroyable parce que j'étais trop menacé pour la voir. Trevor me regarda. J'ai appris que tout recevoir est la même chose que ne rien recevoir. J'ai appris que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. J'ai appris que je veux que mes enfants grandissent comme toi, pas comme moi. J'ai appris que dire pardon ne signifie rien si tes actions ne changent pas. J'étais la dernière. J'ai appris que le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela signifie choisir de ne plus laisser le passé contrôler mon présent. J'ai appris que je peux m'aimer assez pour fixer des limites et aimer les autres assez pour leur donner des chances de changer. J'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est un choix, et je choisis prudemment de vous laisser revenir. Le docteur Webb sourit. C'est du bon travail, vous tous. Le travail le plus difficile qui soit. 1 an après cette première confrontation dans ma maison de plage, j'ai organisé un barbecue. Petit, intime, avec les gens qui comptaient. Papa et Diane sont arrivés les premiers, apportant une salade de pommes de terre que Diane avait faite elle-même. Papa avait perdu du poids, avait l'air en meilleure santé. Ils avaient déménagé dans un condo plus petit, vendu des biens superflus, simplifié leur vie. Ils semblaient plus légers, d'une certaine manière. Trevor, Madison et les enfants sont arrivés ensuite. Sophia avait maintenant 7 ans, les dents du bonheur et pleines d'assurance. Jackson avait 5 ans, tout en énergie et en question. Emma avait 2 ans et demi, et trottinait avec un chapeau de soleil. Madison m'a serré dans ses bras à la porte. Nous étions devenus amis au cours de l'année écoulée, nous retrouvant pour un café, parlant de la vie, de la maternité et de l'argent. Elle était de nouveau enceinte, un 4e bébé surprise, mais cette fois, ils étaient suffisamment stables financièrement pour y faire face. Merci, dit-elle doucement, de nous avoir donné une chance de nous remettre sur pied. Je les avais aidés à trouver une maison de 3 chambres à Riverside, à 90 minutes de ma maison de plage, assez loin pour les limites, assez proche pour les dîners de famille. J'avais remboursé la moitié de leur dette de carte de crédit avec des conditions strictes, conseil financier 2 fois par mois, un budget qu'ils respectaient, plus d'assistanat, plus de cadeaux. Trevor avait fait ses preuves. Il avait obtenu une promotion dans l'entreprise de panneaux solaires. Il était à 6 mois de terminer son diplôme d'associé. Il avait rejoint un groupe d'hommes dans une église locale, travaillant à être un meilleur mari et père. Les enfants sont impatients de se baigner, dit Trevor, les guidant vers la piscine. Merci de nous recevoir. Le professeur Elena arriva la dernière, apportant du vin et sa chaleur habituelle. Elle était devenue la grand-mère honoraire des enfants de Trevor, leur apprenant à économiser de l'argent, à se fixer des objectifs, à croire en eux. Nous avons mangé des hamburgers et des épis de maïs. Les enfants ont barboté dans la piscine sous le regard attentif des adultes. Nous avons parlé de choses normales, du travail, de l'école, des projets d'été. La conversation semblait facile d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Après le dîner, Sophia s'est approchée de moi timidement. Tante Olivia, papa dit que tu sais faire du surf. Pourrais-tu m'apprendre? J'ai regardé Trevor, qui a hoché la tête. Elle demande depuis des semaines. Alors Sophia et moi sommes allés pagayer dans les douces vagues du soir sur ma planche supplémentaire. J'ai tenu la planche stable pendant qu'elle essayait de se lever, tombant encore et encore, riant à chaque fois. C'est difficile, dit-elle, en faisant la planche à côté de moi. Les meilleures choses le sont généralement, lui ai-je dit. Mais tu continues d'essayer. Tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça qu'on apprend. Elle a réessayé. Cette fois, elle a attrapé une petite vague, s'est tenue debout pendant 3 secondes complètes avant de tomber. Je l'ai fait, a-t-elle crié, de pure joie. Tu l'as fait, ai-je ri alors que nous retournions. Tante Olivia, a demandé Sophia. Papa dit que tu es la personne la plus forte qu'il connaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y ai réfléchi. Ça veut dire que je suis beaucoup tombé dans ma vie. Mais je me suis toujours relevé. Même quand c'était vraiment, vraiment difficile. Comme le surf. Exactement comme le surf. Nous avons remonté la plage ensemble. Sa petite main dans la mienne. Quelque chose dans ma poitrine se sentait plein, chaud, presque douloureux dans son intensité. Plus tard, alors que le soleil se couchait dans des teintes brillantes d'orange et de violet, je me tenais sur ma terrasse,
regardant ma famille fracturée et en voie de guérison en bas. Papa apprenait à Jackson à construire un château de sable, faisant preuve d'une patience surprenante alors que le garçon de 5 ans le détruisait et le reconstruisait à plusieurs reprises. Diane et Madison étaient assises sur des chaises de plage, parlant et riant, la main de Madison sur son ventre arrondi. Trevor jouait avec Emma dans l'eau peu profonde, la soulevant au-dessus des petites vagues tandis qu'elle poussait des cris de joie. Le professeur Elena est apparu à côté de moi, 2 verres de vin à la main. Elle m'en a donné un. « Tu as bien fait, ma chérie, dit-elle. Nous ne sommes pas parfaits, dis-je. Nous sommes compliqués. Il y a encore des jours difficiles. Papa dit encore des choses qui blessent parfois. Diane a encore du mal avec la culpabilité. Trevor a encore des moments de suffisance. La perfection n'existe pas, a dit Elena. Mais cette croissance, cet effort, cette présence, c'est réel. Je me suis choisi en premier, dis-je lentement. J'ai fixé des limites. J'ai protégé ma paix. Et puis, seulement alors, j'ai choisi le pardon. Les deux ont été difficiles. C'est la leçon, a dit Elena, en passant son bras autour de mes épaules. On ne peut pas puiser dans une coupe vide. Remplis-toi d'abord, puis, si tu le choisis, tu peux partager ce qui déborde. Mais c'est toujours un choix. Tu ne dois l'accès à toi à personne. Trevor a croisé mon regard depuis la plage et a articulé « Merci ». J'ai hoché la tête. J'ai pensé à la petite fille en vêtements d'occasion, mangeant des restes, dormant dans une chambre de la taille d'un placard. L'adolescente qui s'était échappée avec 2 valises et une bourse. La jeune femme qui avait bâti une entreprise à partir de nouilles ramen et de détermination. La femme que j'étais devenue, debout dans une maison que j'avais payée avec mon propre succès, entourée d'une famille que j'avais choisi de pardonner. Je comprenais maintenant. La maison de plage n'était pas seulement une maison. C'était une limite, une déclaration, une fondation. Elle disait, je mérite d'être protégé. Je mérite qu'on investisse en moi. Je mérite de prendre de la place. Et elle était à moi. Complètement, totalement, irrévocablement à moi. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture de papa. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $ et un mot. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai pris. Mais j'ai vendu quelques investissements, j'ai économisé, j'ai budgétisé. C'est ce que je te dois. Le cadeau de ta mère. 24 ans plus tard. Utilise-le comme tu veux. Fais en profiter quelqu'un d'autre. Garde-le. Brûle-le. C'est ton choix. Je t'aime. Je suis désolé. J'essaie. Papa. J'ai fixé ce chèque pendant un long moment. Puis j'ai appelé le professeur Elena. Qu'est-ce que je dois en faire, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux en faire? J'y ai réfléchi. À cette petite fille qui n'a jamais eu ce qu'elle méritait. À toutes les petites filles là-bas, invisibles dans leur propre famille, portant des vêtements d'occasion, mangeant des restes, à qui on dit d'être reconnaissantes pour des miettes. Je veux créer un fonds de bourse, dis-je. Pour les filles qui sortent du système de placement familial ou de famille brisée, pour les filles qui n'ont personne qui croit en elles. C'est magnifique, a dit Elena doucement. Je l'ai appelé le fonds de bourse Grace Morrison, du nom de ma mère. La première bénéficiaire était une jeune fille de 17 ans du Nevada qui avait été dans 6 foyers d'accueil et voulait étudier l'ingénierie. Elle me rappelait moi, affamée, déterminée, brillante et brisée, et se battant comme une lionne pour survivre. 2 ans après ce premier barbecue, je me tenais dans un auditorium universitaire en regardant cette fille, Emma Rodriguez, obtenir son diplôme summa cum laude de l'UCLA. Elle m'a vu dans le public et m'a fait un signe de la main, des larmes coulant sur son visage. Le professeur Elena s'est penché et a murmuré, « Ta mère serait si fière. » J'ai pensé à maman, à la police d'assurance qu'elle avait souscrite pour me protéger, à la façon dont son amour avait été volé, puis récupéré, puis transformé en quelque chose de plus grand que nous deux. Je l'espère, ai-je murmuré en retour. Cette nuit-là, je me tenais seul sur ma terrasse, écoutant les vagues. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. J'ai vu la pièce de l'école de Sophia ce soir. Elle avait le rôle principal. Si confiante, si forte. Elle me rappelle toi. Merci de lui montrer ce qui est possible. J'ai souri et j'ai répondu par texto. Elle me rappelle maman. 3 points sont apparus, puis ont disparu,
puis sont réapparus. Oui, c'est vrai. Tu me manques. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Et je le pensais. Pas l'amour désespéré et avide d'une enfant mendiant des miettes, mais l'amour compliqué, limité et choisi d'une adulte qui avait fait le travail pour guérir. La maison de plage se tenait solide derrière moi. Les vagues se brisaient rythmiquement en bas, et quelque part au loin, les lumières de Los Angeles scintillaient comme des étoiles filantes. J'avais construit cette vie brique par brique, choix par choix, limite par limite. J'avais appris que le succès ne signifie rien si l'on se perd en chemin. Que le pardon ne consiste pas à effacer le passé ou à absoudre les gens. Il s'agit de se libérer de leur emprise sur votre avenir. Que la vraie famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est celle qui est présente, qui fait le travail et qui gagne sa place dans votre vie. J'avais appris que l'on ne doit la loyauté qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils la méritent. Et que parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de cautionner la dysfonction. Que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de la survie. Que se choisir en premier n'est pas de la cruauté, c'est nécessaire. Plus important encore, j'avais appris à construire d'abord mes propres fondations. Tout le reste était facultatif. Debout là, dans la maison que j'avais créée, dans la vie que j'avais bâtie, dans la paix pour laquelle je m'étais battu, j'ai enfin compris ce que c'était que la liberté. C'était le sentiment d'être suffisante, telle que j'étais, toute seule. Et c'était tout. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et votre propre protection? Avez-vous déjà fixé une limite qui semblait impossible mais nécessaire? Que feriez-vous si les personnes qui vous ont blessé demandaient une seconde chance? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres dynamiques familiales ou vous a inspiré à fixer vos propres limites, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la résilience, la guérison et la découverte de votre propre force, et partager ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se choisir en premier. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a rappelé que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que la guérison est possible même après les blessures les plus profondes, et que la vie que vous vous construisez vaut toujours la peine d'être protégée. Prenez soin de vous, fixez ses limites, choisissez votre paix, et souvenez-vous, vous valez la peine qu'on se batte pour vous.